Au moins 4 manifestants ont été tués lundi dans des émeutes anti-ONU à Béni, dans l'est de la RDC. Aussi, les autorités ont-elles annoncé des opérations militaires conjointes avec les casques bleus. Abdelaziz Belaïd a lancé sa campagne électorale à Boumerdès pour l'élection présidentielle algérienne prévue le 12 décembre. 5 candidats sont en liste pour ce scrutin, dont 4 anciens ministres. La 3e édition de la conférence sur la politique foncière en Afrique s'est ouverte lundi à Abidjan. Elle se veut une tribune internationale pour débattre de la gestion foncière sur le continent. Un nouveau journal sur Sika. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Au moins 4 manifestants ont été tués ce lundi dans des émeutes anti-ONU à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités ont annoncé des opérations militaires conjointes avec les casques bleus face au massacre de civils. Les détails. Des émeutiers ont attaqué un camp des Nations Unies pour dénoncer leur inaction après le massacre de près de 80 civils en un mois, attribué à un groupe armé. Il y a eu 4 morts dans la journée, 10 blessés, tous des civils, ainsi que 3 militaires de l'armée congolaise, a déclaré le procureur militaire. Des enquêtes vont déterminer l'origine des tirs, a ajouté le représentant du parquet militaire qui évoque la possibilité d'un 5e mort. Un couvre-feu a été décrété jusqu'à nouvel ordre par les autorités provinciales du Nord Kivu entre 18h et 6h à Béni et ses environs. À Kinshasa, la présidence de la République a annoncé la reprise d'opérations militaires conjointes avec la MONUSCO à l'issue d'un conseil de sécurité nationale présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi en présence de la chef de la MONUSCO, Leila Zerougi. La présidence a également annoncé l'installation d'un quartier général avancé des forces armées à Béni. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit renouveler le mandat de la MONUSCO d'ici à la fin de l'année. Au total, 77 civils ont été tués depuis le 5 novembre à Béni et ses environs dans le Nord Kivu, selon le comptage du groupe d'études du Congo de l'Université de New York. La conférence épiscopale congolaise avance quant à elle le chiffre de 80 morts. Dans un communiqué, Amnesty International a jugé scandaleux que des civils meurent chaque jour, alors que la police locale et les soldats chargés du maintien de la paix de l'ONU restent dans leur base. Les violences ont aussi interrompu depuis vendredi les activités de lutte contre l'épidémie Ebola, qui a tué près de 2200 personnes dans la région. Abdelaziz Belaïd a lancé sa campagne électorale à Boumerdès pour l'élection présidentielle algérienne prévue le 12 décembre prochain. 5 candidats, parmi lesquels figurent 4 anciens ministres, sont retenus pour ce scrutin présidentiel. Suivons un extrait de son programme. Je fais la promesse et je m'engage et je suis élu le 12 décembre à établir le contrat avec le peuple algérien pour le consulter sur les petites comme les grandes décisions à travers un référendum national. Cette élection est la porte de sortie de cette crise que nous vivons depuis des mois. Cette crise qui fait peur aux Algériens, qui craignaient pour l'avenir de l'Algérie et pour l'avenir de nos enfants. Cette élection n'est pas normale, mais elle est importante. On reste en Algérie où un tribunal d'Alger a condamné ce lundi à 6 mois de prison ferme 19 personnes arrêtées lors de manifestations anti-régime qui agitent le pays depuis fin février. Il leur est reproché d'avoir porté des drapeaux aux berbères. Le tribunal de Sidi Mohamed a condamné ce lundi 19 personnes à 6 mois de prison ferme. Jugée à leur côté l'étudiante Yasmine Nour El Ouda Tamani, devenue un symbole de la répression du mouvement Irak, qui a été condamnée quant à elle à 6 mois de prison, dont 4 mois avec sursis, sa peine couvrant la durée de sa détention provisoire. L'étudiante arrêtée le 17 septembre dernier a été libérée ce lundi, selon des sites d'information en ligne. La plupart des autres accusés ont été arrêtés fin juin, ce qui signifie qu'ils resteront en prison jusqu'à fin décembre, a expliqué Maître Sédik Mous, avocat du collectif de défense. Le parquet avait requis 2 ans de prison ferme contre les 20 accusés, tous jugés pour atteinte à l'intégrité du territoire
passible de 10 ans de prison. La plupart des manifestants condamnés ce lundi par le tribunal de Sidi Mohamed étaient jugés pour avoir porté un drapeau amazi, bannis des manifestations par le commandement militaire, d'autres pour avoir vendu des badges favorables au Irak. Yasmine Nour El Ouda Damani a été quant à elle condamnée pour avoir porté une pancarte dénonçant la corruption. Le collectif de défense, qui avait boycotté l'audience faute de conditions permettant un procès équitable, va faire appel du verdict parce qu'il n'a aucune base légale, a déclaré l'un d'eux, Maître Salem Katri. Les arrestations se multiplient depuis le début, le 17 novembre, de la campagne pour la présidentielle du 12 décembre, dont la contestation refuse la tenue. Au Maroc, le rappeur Niaoui, co-auteur d'un titre polémique qui cumule 15 millions de vues sur YouTube, a été condamné à 1 an de prison pour outrage à fonctionnaire public. Sa condamnation a été assortie d'une amende d'environ 94 €. Je suis un artiste. Mon boulot, c'est de défendre mes droits et les droits du peuple. Ce n'est pas la première fois que je subis une humiliation de la police. Depuis que je suis né, je ne cesse de subir des humiliations, a lancé ce lundi Niaoui pour sa défense devant le tribunal de Salé. Malgré ses explications, il a quand même été condamné à 1 an de prison pour outrage à fonctionnaire public, assorti d'une amende de 1000 dirhams, environ 94 €. La Direction générale de la Sûreté nationale, qui s'était portée partie civile, a obtenu un dirham symbolique de dommages. Mais selon l'avocat du rappeur de 31 ans, il est avant tout poursuivi pour son dernier titre, « Vive le peuple ». La chanson reprend des slogans scandés dans les stades, dénonce l'injustice et l'accaparement des richesses en écho au malaise de la jeunesse marocaine. Surtout, les paroles attaquent directement le roi, ce qui constitue, selon les médias locaux, un franchissement très net de ce qu'on appelle au Maroc les lignes rouges. Cependant, Niaoui a reconnu, lors de l'audience, avoir insulté la police dans une vidéo live sur son compte Instagram, en expliquant qu'il venait de subir une humiliation lors d'un contrôle policier. Pour sa part, le représentant du parquet a brandi un CD du rappeur datant de 2014 avec un titre contenant des attaques contre la police. L'objectif est de démontrer que l'accusé n'en était pas à sa première provocation. La condamnation du rappeur a suscité des flots de commentaires indignés sur les réseaux sociaux. Des défenseurs des droits humains comme Amnesty International ont dénoncé une atteinte flagrante à la liberté d'expression. Au Gabon, le porte-parole de la présidence, Aïké Ngoni, est en détention à Libreville, tout comme une vingtaine de personnes mises en garde à vue sont détenues dans le cadre d'une enquête anti-corruption. Plus de précisions à travers cet élément. Aïké Ngoni, le porte-parole de la présidence gabonaise, est détenu depuis jeudi dernier sans aucun motif exposé. C'est ce qu'a affirmé son avocat Agnès Kevin Zigou, qui représente une dizaine d'autres personnes arrêtées. Ces dernières sont selon lui toutes interrogées sur le financement de la tournée républicaine menée il y a quelques mois par Brice Lacruche Alianga, alors directeur de cabinet de la présidence. Ce dernier avait sillonné le Gabon durant l'été, multipliant les réunions politiques où il s'exprimait au nom du président Ali Bongo, affaibli par un accident vasculaire cérébral en octobre 2018. Des observateurs avaient alors estimé que le directeur de cabinet avait pris l'ascendant dans le jeu politique gabonais. Mais les cartes du pouvoir ont été soudainement rebattues le 7 novembre dernier, quand il avait été écarté de la présidence pour être nommé au poste de ministre chargé du suivi de la stratégie des investissements humains et des objectifs de développement durable. C'est après cette mise à l'écart que les arrestations se sont multipliées. Pour Boris Rosenthal, avocat français qui défend également Aïké Ngoni, il y a une vendetta politique. En réponse, le Premier ministre gabonais a affirmé ce lundi sur Twitter que la vague d'interpellations en cours n'est ni une chasse aux sorcières ni un règlement de compte. De son côté, Brice Lacruche Alianga n'a pas été directement mis en cause. Depuis l'arrestation d'Aïké Ngoni, la présidence gabonaise est particulièrement silencieuse. Mais vendredi dernier, lors d'un conseil extraordinaire de la magistrature, le président a affirmé la nécessité d'intensifier la lutte contre la corruption.
La 3e édition de la conférence sur la politique foncière en Afrique s'est ouverte lundi à Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, organisée par la Banque africaine de développement et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et la Commission de l'Union africaine. Cette conférence se veut être une tribune internationale pour débattre de la gestion foncière sur le continent. Elle porte sur le thème « Remporter la lutte contre la corruption dans le secteur foncier, voie viable pour la transformation de l'Afrique ». Venus des 4 coins du monde, les participants à la conférence d'Abidjan sur la politique foncière en Afrique vont approfondir leur engagement et renforcer leurs capacités pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques foncières en Afrique. C'est aussi l'occasion d'un dialogue politique franc entre les décideurs sur les options de lutte contre la corruption. En choisissant le thème du foncier et de la corruption, la Banque africaine de développement met en exergue sa connaissance du terrain africain et des enjeux majeurs de notre continent. On ne saurait insister sur l'importance que revêt la problématique foncière dans les États africains et donc sur l'absolue pertinence de ce colloque. Tour à tour, Correa Sako Josepha de l'Union africaine, Stephen Karenji de la Commission économique pour l'Afrique et Charles Bohama de la BAD ont plaidé pour de bonnes pratiques foncières qui peuvent, selon eux, catalyser la croissance économique, contribuer à éliminer la pauvreté et la faim, tout en faisant progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Pour les intervenants, il est nécessaire que les États africains fassent de la sécurisation foncière un objectif prioritaire de développement. Ainsi, les conditions équitables d'accès à la ressource foncière, le respect à la fois des principes républicains et des légitimités anciennes, la prise en compte des exigences nationales, de l'intérêt public et des besoins particuliers s'avèrent nécessaires pour conduire le développement de nos pays. Plusieurs sessions plénières, rencontres B2B, séances techniques et masterclass sont prévues pour l'atteinte des objectifs de cette conférence qui prend fin vendredi. Célébration hier lundi de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En France, le Premier ministre Édouard Philippe a clos le Grenelle contre les violences conjugales. C'est à travers un plan à forte tonalité juridique. Prise en charge psychologique des agresseurs, introduction de l'emprise dans le code pénal, renforcement du numéro 3919. La France se dote de moyens dans l'espoir de provoquer un électrochoc de nature à endiguer les violences conjugales. Le chef du gouvernement a confirmé que 360 millions d'euros sont dédiés à la lutte contre les violences faites aux femmes en une année. Grâce à l'implication de la Fédération nationale Solidarité Femmes, que je salue, il sera désormais possible de joindre le 3919 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. D'abord pour rompre la solitude, la peur aussi, puis pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Nous inscrirons aussi dans le Code civil et dans le Code pénal la notion d'emprise. L'emprise conjugale, c'est la prise de possession d'un membre du couple par l'autre, une prise de possession qui s'installe de manière progressive et implacable. D'abord, le gouvernement consacrera l'année prochaine plus d'1 milliard d'euros à l'ensemble des actions en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Dans le cadre de cette somme, nous dédierons 360 millions à la lutte contre les violences faites aux femmes. Une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques et ou sexuelles à un moment donné de sa vie, le plus souvent de la part d'un partenaire intime. Seulement 52% des femmes mariées ou en union prennent librement leurs propres décisions concernant les relations sexuelles. Plus de 200 millions de femmes et de filles ont subi une mutilation génitale féminine. Il s'impose une lutte acharnée contre ce fléau. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.